Salut à tous. Alors aujourd'hui on va aller sur la transformation. Vous avez toujours des vidéos de mon exploitation, de la production des céréales. Ça m'arrive d'aller faire quelques tours aussi dans d'autres exploitations, entre autres élevages. Aujourd'hui on se retrouve à Paris-Fermier, à Rambouillet. Et là c'est un très gros marché de producteurs. Et j'ai envie de voir un petit peu ce que la France est capable de nous montrer en production, sa qualité de nourriture. Enfin moi j'y avais déjà été une fois, vous allez voir, c'est extraordinaire. Donc on va rentrer à ce Paris-Fermier, puis on ira faire le tour des stands, goûter, parler un peu avec les paysans. Allez, c'est parti les amis. Je vous parlais tout à l'heure de Rambouillet. En fait, on est situé à la Bergerie Nationale. C'est un endroit quand même qui est assez connu, entre autres pour ses moutons et son élevage, les expérimentations aussi, beaucoup sur les races. Et là aujourd'hui, on est accueillis à la Bergerie Nationale, comme je vous ai dit. Alors en plus, eux, tout au long de l'année, ont des produits locaux de chez eux, je crois aussi d'extérieur. Là-bas je vois entrer boutique là justement. Ils ont entre autres des produits locaux, ils ont des produits de transformation chez eux. Et ils ont une boutique qui est ouverte toute l'année. Et ils font venir aussi pas mal de gens pour essayer de faire connaître un petit peu le monde agricole. Vous voyez, on n'est pas que les agri-youtubeurs à faire connaître notre milieu. Là c'est le truc des insectes. Tu veux y aller? Vas-y, fais voir. Et qu'est-ce qu'il y a comme insectes qui sont intéressants? C'est des fois il faut pas regarder. Regarde. Il y a des abeilles, c'est important pour l'agriculture les abeilles. Oui, il y a même il y a des abeilles ici. C'est un labyrinthe. Un labyrinthe des insectes. Alors ça c'est un composteur, Gabriel. Ah oui, je connais, pense que bon. Tu connais le composteur? Oui, viens. Papa. Viens. Alors, il y a un stand que je voulais passer voir. C'est un agriculteur qui transforme son blé dur en pâte. La Maison Blin. Bonjour. Bonjour Alexandre. Comment ça va Sébastien? Eh ben ça va bien et toi? Bon, content d'être à Paris-Fermier? Bah oui, c'est une première édition pour nous. Donc là on est dans les Yvelines, dans notre fief. On est plutôt content d'être là. On a un super temps, les gens sont super sympas. Donc voilà, on est venu tout le week-end. Donc là on est dimanche jusqu'à 18 h, on est là. On est venu avec toute la gamme. Alors explique-moi un petit peu ce que tu fais Sébastien là, parce que alors, là je vois il y a plein de boules, c'est la boule de cristal avec plein de pâtes différentes. Ah, je vois des pâtes tracteurs. Bah oui. Et alors d'après ce que j'ai compris, Sébastien, tu produis ton blé dur et en même temps bon, je pense que tu n'as pas le moulin, mais tu vas récupérer ta farine pour faire des pâtes. Explique-moi un petit peu. Bah, c'est exactement ça. En fait, on est avant d'être artisan pastier, on est avant tout agriculteur. Donc complètement au sud du département, sur Allainville-aux-Bois. Et on transforme une partie de notre blé dur en pâte. Donc après la moisson, on l'emmène dans un moulin voisin qui nous met la production en farine. Et on a réhabilité un vieux bâtiment de la ferme en fabrique de pâtes. Et ce qui nous a permis d'avoir toute cette gamme-là. Sébastien, tes pâtes, tu les vends où alors? Tu les vends pas qu'au marché, non? Non, pas qu'au marché. On a essentiellement un marché d'épicerie fine, de restaurateurs. On a également une boutique à la ferme qui est ouverte tous les vendredis après-midi de 16 h à 19 h 30. Voilà. Site internet quand même pour acheter des pâtes ou quoi? Ouais, on livre dans toute la France. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez commander directement en ligne. Mais on commande où en fait? Sur le site maisonblin.fr. C'est super. Voilà. Bon Sébastien, j'imagine que tu n'as pas fait que du blé dur et des pâtes toute ta vie. Quand est-ce que tu as repris l'exploitation? Comment ça se passe? L'intérêt c'est d'avoir des agriculteurs justement aujourd'hui qui se diversifient. Et là dans ce marché-là, justement à Rambouillet, là, au Paris-Fermier, on n'a que ça. Donc explique-moi un petit peu ton histoire là Sébastien.
Eh ben, moi j'ai repris la ferme en 2016, je me suis installé en 2016 et en fait on a intégré plein de cultures sur la ferme. On fait notamment des plantes aromatiques, on fait du persil, on fait de l'estragon, on fait de la sauge, de la coriandre, on fait des haricots verts, donc on a une rotation qui est relativement longue. Et puis après sur nos cultures conventionnelles telles que le blé, c'est venu naturellement en se disant mais pourquoi on exporterait en fait tout ce grain alors qu'on pourrait arriver à un produit fini. Avec du blé dans nos régions on peut faire du pain, du blé dur, des pâtes, donc on a choisi les pâtes. Eh ben, écoute Sébastien, merci pour toutes ces infos. Je goûterai tes pâtes, hein, les pâtes tracteur. Mais bon, ce qui serait quand même intéressant de ces cadres, c'est de voir comment ça fonctionne, la production, tout ça. On n'est pas loin, les portes de la ferme sont grandes ouvertes. À partir de la moisson jusqu'à la fabrication, on peut faire tout le cheminement de la fabrication des pâtes. Eh ben écoute, ce sera avec plaisir de te rencontrer. Ouais. Et puis bah écoute, bon courage pour ton marché. Eh ben, c'est gentil. Donc vous avez compris, À bientôt. les pâtes, Maison Blin, maisonblin.fr. Voilà, une diversification quand même vachement intéressante. Bon, maintenant avec les pâtes, on va essayer d'aller avec de la viande, quoi, par exemple, ça peut être intéressant. Allez, on continue. Ce qui est intéressant avec ces marchés qui sont près des grandes villes, c'est de pouvoir justement expliquer aux urbains, aux gens qui connaissent un peu moins l'agriculture, ce que c'est, entre autres par la gastronomie. Et puis là, je vois par exemple, pour faire connaître les chèvres aux enfants, vous voyez, ils ont un petit parc avec des chèvres. Comme ça permet aux gens de caresser les animaux, de voir ce que c'est. Donc vous avez compris, ce qui est important quand même, c'est de faire découvrir notre métier. Des fois, on peut être un peu sur la retenue lorsqu'on a des gens qui viennent voir l'exploitation, voir les animaux. Mais c'est tout le contraire en fait. L'intérêt, c'est de faire vraiment connaître ce qu'on fait. La problématique du monde agricole aujourd'hui, justement, c'est d'avoir peu de communication pour montrer la qualité de travail que l'on peut faire, la qualité de production que l'on a, et puis surtout, entre autres, le bien-être animal pour ce qui est aujourd'hui de l'élevage. Bon, on fait la petite pause, évidemment, bien attendu. Et là, je vais me faire un hamburger. Mais un hamburger, non pas de bœuf, mais de bison. On ira voir tout à l'heure, on ira aller voir les producteurs. Donc on va goûter pour la... Je crois que c'est la première fois que j'ai un hamburger de bison à goûter. Mais pas de hamburger, non. Mmh. Il n'y en a pas. La viande est cuite. C'est lourd. C'est parfait. Juste comme il faut, pas trop sec. Faut qu'on repasse les voir tout à l'heure. C'est lourd. Bon alors après ce bon steak de bison, on va aller faire un petit coup de fraîcheur. Et là on est à la ferme des Parettes. Donc on a de la glace et on a aussi des fraises. Je vais vous montrer ça. C'est production à la ferme, totale à la ferme? C'est ça. Il y a toujours la production à manger. Et là je vois on a une autre production. Alors, voilà. Bonjour. Bonjour, Alexandre. enchanté Ludovic. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais toi? Je vois qu'il y a des biscuits, de l'huile, je vois une presse là-bas là, qui est en train de fonctionner. C'est ça, oui, je fais beaucoup de choses à partir du lin en fait. Ma base c'est le lin, que je transforme via l'huile en plein d'autres produits, parce que l'intérêt du lin c'est qu'on peut faire vraiment plein de choses, aussi bien alimentaires que non alimentaires. Donc si tu veux, moi je commence à presser l'huile en première passion à froid. Pour ça là dans le salon j'ai ma petite presse pour expliquer ce qu'on fait.
Et après, avec cette huile qui sert en technique à traiter les bois et les carrelages, je peux la transformer en savon pour faire du savon noir ménager. Je peux la transformer en encaustique pour l'entretien des meubles en bois. Et après, je la transforme en alimentaire aussi, c'est-à-dire que l'huile de lin, c'est l'huile la plus riche en oméga 3. Donc voilà, je la vends en tant que telle. Il y a des restrictions au niveau français, des restrictions d'usage là-dessus. Et je complète la gamme avec aussi des huiles de caméline et chanvre. Et ensuite, je transforme le tourteau en farine et je fais faire des biscuits avec ces farines. Donc voilà, j'essaie d'avoir une gamme la plus complète possible. Alors là, on arrive sur ce que tu as expliqué tout à l'heure, donc tout est savon, c'est ça? C'est ça. Là, donc au départ, c'est l'huile que je vends comme ça en tant qu'huile technique. Et il y a une partie de cette huile que je transforme en savon noir ménager. C'est toi qui le fais? C'est moi qui le fais à la ferme, oui, tout à fait. Bah, c'est la réaction de saponification, c'est assez simple. Hein. Un corps gras, une base de l'eau, tu chauffes, tu mélanges et on obtient du savon. Là, tu vois, je vais t'ouvrir un pot. Le savon qu'on obtient, c'est ça, au départ. D'accord. C'est vraiment du savon de base, mais super efficace. On sent vraiment l'huile de lin. Ah, c'est un truc de dingue. Hein. Oui, c'est vrai que le savon noir, c'est déjà écologique. Complètement écologique. C'est très polyvalent. Tu fais tout dans la maison, sol, mur, plafond, cuisine, salle de bain, la vaisselle, le linge, insecticide dans le jardin, shampoing pour animaux domestiques, enfin voilà, plein d'utilisations possibles. Tu peux compléter avec du vinaigre blanc ou du bicarbonate de soude pour vraiment sur des points plus particuliers. Voilà, et puis après, voilà, tu peux le diluer. Moi, je propose en pâte, en pré-dilué ou prêt à l'emploi. J'essaie de proposer vraiment la gamme la plus vaste. Je ne sais pas si vous pouvez voir derrière moi, hein, sur les petites affiches. Cet agriculteur est en conservation de sol, c'est-à-dire qu'il ne travaille pas les sols, il met que du couvert végétal dessus et il sème directement son lin et le récolte naturellement comme d'autres agriculteurs en conventionnel, bio, enfin peu importe. J'avais une question là, parce que je vois ta presse qui tourne. Tes tourteaux, t'en fais quoi là de ce qui reste? Alors ça part auprès d'éleveurs bovins essentiellement, ça part dans toute la France. C'est le produit le plus simple à vendre. C'est vrai? C'est très recherché. Ah ouais. Alors bah surtout en ce moment, ouais, c'est tu ça. m'étonnes. Là, il n'y a aucun souci avec ça. Alors dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet là, tes huiles, tes biscuits, tout ça là? Bah, en fait, j'ai un site de vente en ligne. Ouais. C'est www.h-o-c.fr. Donc en gros, www.h-o-c.fr, c'est l'huilerie de l'Orme-Creux, c'est ça? C'est ça, tout à fait, oui. Et j'ai également une boutique à la ferme, ouais. qui est ouverte le mercredi fin d'après-midi, le vendredi fin d'après-midi, le samedi matin. Comme ça, t'expliques un peu aux gens ton métier, comment tu fais, etc. On produit du pain également à la ferme. Là, je ne propose pas parce que bah, voilà, y a d'autres producteurs qui le font. Mais voilà, on fait du pain au levain. Et puis après, je fais quelques marchés de producteurs comme ça en région parisienne. Surtout. Parfait. Bah, écoute, je te remercie. Bah, bon courage, merci à toi. Et bon salon. Merci. Ciao. Au revoir. Chips. Salut Alexandre. C'est Alexandre, Mathieu. Bon. Alors Mathieu, c'est la Belsia. On la voit un peu partout la Belsia là. On essaye de développer, oui, pas mal localement surtout. Donc toi tu es producteur de pommes de terre. Exactement. Et tu transformes en chips. Exactement. Alors explique-nous un petit peu, ça t'est venu d'où l'idée Alors l'idée ça vient de ma grand-mère qui faisait de temps en temps les dimanches des chips avec le rôti. Et le goût des chips qu'elle faisait, on n'arrive pas à le retrouver dans les chips de grande distribution.
Du coup, on s'est dit qu'on allait chercher comment faire une chips qui reproduisait ce goût-là. Donc on a trouvé comment faire, donc elle est un peu plus épaisse et cuite au chaudron, ce qui permet d'avoir un croustillant vraiment particulier. Cuite au quoi? Au chaudron. Alors vas-y, Donc explique-moi, c'est quoi? donc C'est un chaudron magique ou... Voilà, c'est ça, c'est une friteuse qui a une forme arrondie. Et on va cuire par petits lots, ce qui va faire vraiment une différence au niveau de la cuisson par rapport aux friteuses industrielles. Alors en plus, tu fais pas que de la chips nature en fait, parce que je vois que tu as un petit peu de tout. Alors T'as voilà, du le but, sel, l'herbe de Provence, des C'est ça. oignons, c'est vraiment de mettre le meilleur du terroir français à l'apéro. Donc voilà, il y a de l'oignon de Roscoff, Quel vendeur. du piment d'Espelette, herbe de Provence, vraiment de Provence pour le coup. Ouais, tu travailles avec tout ce qui est oignon de Roscoff, tout ça. Directement producteur, par exemple pour le piment, l'oignon passe par un intermédiaire, mais c'est que du français. L'herbe de Provence, c'est une coopérative en Provence. Le vinaigre, on achète directement du vinaigre à la vinaigrerie de Reims. Voilà, après là c'est pareil, c'est que du français. Curry, ça vient directement de la Réunion, on se approvisionne directement là-bas. Tu vas là-bas alors. Alors, on va pas là-bas, mais on a trouvé quelqu'un qui nous fournit. T'auras une chips à nous montrer, j'ai l'impression qu'elles sont plus épaisses, tout ça, là, non? Alors là, c'est la petite nouveauté. C'est quoi ça, cette petite nouveauté? C'est quoi? Donc là, c'est ail basilic. Ah ouais, c'est épais. Hein. Donc voilà, Ah, sont tu plus laisses la épaisses. peau? Tu laisses la peau dessus Alors, elles sont rapidement épluchées. Oui, mais c'est pas plus mal, hein, ça lui donne un croustillant. C'est ça. Ah putain, c'est aromatique. Hein. Voilà, c'est que des ingrédients naturels. Mmh. Et tout est voilà, c'est vraiment sans arôme, sans rien d'artificiel. Ah, t'as de la mâche et tout quoi. Ah, c'est pas la chips Wico. Hein. Bon Mathieu, tu les vends où toutes tes chips là? Parce que la production c'est bien, mais... Alors, on les vend dans les épiceries, dans les supermarchés autour en local. Donc en Donc Eure-et-Loire, toi, t'es d'Eure-et-Loire, toi, Eure-et-Loire, à côté c'est de ça. Voves. Hein. Exactement. Ok. Et on peut te trouver sur internet, non? Et on peut sinon les acheter sur internet. Sur notre site internet, c'est belzia.fr. Belzia, B-E-L-S-I-A. Et puis on voit un petit peu, t'expliques aussi en même temps aux gens Voilà, sur le comment site, ça se passe. voilà, tout est expliqué. Voilà, on voit la ferme, on voit tout ce qui se passe. Et sur Facebook, il y a toujours des vidéos également qui sont mises de temps en temps, où on voit la production, etc. Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Production française, faut mettre en avant. Merci, ciao Mathieu. Salut. Bon, vous voyez, hein, une production vraiment éparse. On trouve de tout. Hein. Allez, je continue. Bon, après les chips, on va passer au fromage de chèvre. Là, je vois, là, on a un producteur de fromage de chèvre. Bonjour à toi, Alexandre. Tu vas bien? Et toi, ça va? Eh ben impeccable. Bon, alors explique-nous un petit peu. Là. Alors moi, je connais un peu parce que, étant dans le Berry, de la famille aussi agriculteur, on est dans le fromage de chèvre, dans le Valençay. Et je vois que tu as quand même pas mal de chèvres, comme on dit. C'est ça, belle gamme. Après, nous on est producteur dans le Perche, à côté de Vendôme. Et donc on a un élevage de 1000 chèvres en production. Ah oui, c'est quand même une belle exploitation. Ça commence à faire un petit peu de chèvres, mais elles ne produisent pas tout en même temps. On a une partie qui produit au mois de mars et qui va jusqu'au mois de décembre. Et l'autre partie qui met bas au mois de septembre et qui produit jusqu'au mois de juin. Donc tu produis pas toute l'année, parce que je crois qu'entre janvier et février on devrait les laisser tranquilles. Ouais, mais alors, sauf que comme on a 2 lots de chèvres, on arrive à avoir du lait toute l'année. C'est-à-dire qu'on désaisonne un lot pour avoir du lait toute l'année. Donc ça fait partie des choses que nos clients nous ont demandé parce que voilà, ils veulent manger et consommer du chèvre toute l'année. L'hiver, le lait est un peu plus riche, donc les fromages un peu plus gras. Et puis l'été, c'est un petit peu moins gras. Donc voilà. Tout ton troupeau, il est à l'extérieur ou à l'intérieur? Comment ça se passe Alors, chez toi, dis-moi? ce qu'on fait, c'est que nous, on pratique une alimentation basée sur l'herbage. Donc ce que l'on fait, c'est qu'en fait, toutes les chèvres mangent du foin l'hiver. Et l'été, on leur amène de l'herbe, mais on fait aussi du pâturage. C'est-à-dire qu'à partir des beaux jours, on se permet de les sortir jusqu'au mois de septembre ou octobre. Et à partir de là, elles consomment de l'herbe verte derrière, enfin en été, et du fourrage l'hiver.
Bon, on a une jolie vitrine. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes alors aujourd'hui à Rambouillet là? Alors à Rambouillet, en fait, on a pratiquement toute la gamme puisque les chèvres elles ont mis bas au mois de mars. Donc on a des fromages frais, des fromages demi-secs, des fromages secs aussi puisqu'on arrive à les faire sécher en 2 mois. Donc on a une gamme de fromages. Alors nous, notre cheval de bataille, c'est le trèfle du Perche parce que c'est un fromage en fait qui est en CCP et que l'on est en train d'essayer. Qu'est-ce que c'est CCP? Alors la CCP, c'est un certificat de conformité de produit, c'est-à-dire qu'on a fait un cahier des charges. Sur ce cahier des charges, on s'est fixé des objectifs alimentaires, de fabrication et de vente. Et donc c'est la première étape pour passer en IGP. IGP c'est quoi? IGP, c'est identification géographique protégée. Rien à voir avec l'AOP ou des choses comme ça? Alors ça se rapproche de l'AOP, sauf que l'AOP c'est national et les IGP c'est européen. C'est-à-dire qu'en fait, on présente un dossier, on le présente au niveau national et après il passe au niveau européen. Du coup, il faut qu'on ait l'aval de l'Europe pour pouvoir commercialiser ce produit. Donc là, on est passé en commission IGP. Pour l'instant, ça se passe pas mal puisqu'on a eu peu de refus par rapport à la commission. On attend encore juste 2-3 ans, parce qu'ils nous ont reproché de manquer de notoriété. On n'est que 11 producteurs sur l'IGP. Donc, ce qui fait que voilà, c'est la problématique de notre dossier. Mais bon, ça va se faire, parce que là, on va essayer de faire des actions télévisuelles de façon à faire connaître le produit. Alors montre-moi un trèfle du Perche alors, comment c'est fait? Attends, Tu me parles d'une pyramide de Valençay, je te dis oui. Tu me parles d'une bûche, je te dis oui. Alors le trèfle, c'est en forme de trèfle, comme ici. C'est un fromage en fait qui est obligatoirement vendu avec sa bague, parce que le souci c'est que c'est ce qui identifie le fromage. Sur les 11 producteurs, on a la même étiquette, sauf qu'on n'a pas la même dénomination en dessous. C'est un fromage qui est moulé à la louche, qui a minimum 13 jours d'affinage. Donc ça lui donne un aspect assez fleuri et on ne peut pas le vendre en frais. Donc c'est vraiment les spécificités. Et après c'est le cahier des charges alimentaires de la chèvre qui fait qu'on a un goût particulier parce qu'il est très long à s'égoutter. Et donc du coup ça lui donne un goût un petit peu plus prononcé en goût de chèvre en fin d'affinage. Alors je vois que tu en as d'autres là. Alors ça c'est le petit perche. En fait nous, l'exploitation existe depuis 55 ans. C'est mes parents qui ont démarré la structure et ça c'était leur premier fromage. Alors c'est un fromage on va dire qui a la forme d'un petit perche, enfin d'un fromage rond, mais qu'on appelle le petit perche puisque nous on est dans la région du Perche. Et puis voilà, on a déposé la marque, donc on va dire en fait au niveau du cœur de l'entreprise, ça a toujours été notre fromage phare. Bon Thomas, tu m'en voudras pas. J'aime bien, c'est ni trop sec ni trop frais. C'est ça, en fait, c'est génial. En début d'affinage et voilà. Ah c'est top. Il y a du goût. Hein. Bien sûr. Non. Chouette. Là on est plus sur du fromage frais par contre. Voilà. Donc ça c'est un petit peu plus fade. Ça a un peu plus le goût de lacté, donc et un peu moins le goût de chèvre. Alors moi j'aime beaucoup le fromage frais battu. Avec de la ciboulette, des machins comme ça, on mange beaucoup chez nous. Les gamins ils sont incapables de manger du fromage blanc avec du sucre. Ouais. En fait les gens qui sont amateurs de chèvre, il y a pas, c'est vraiment des fromages qui sont soit affinés, soit très secs. Après les fromages frais, on va dire que c'est pour des clientèles qui apprécient un petit peu moins le goût de chèvre. Et donc c'est un peu moins fort. Mais le fromage, dans tous les cas, c'est le fromage de chèvre, c'est le fromage affiné. Bon dis-moi Bruno, alors t'es éleveur de chèvres, Ouais. producteur de fromage, Ouais. mais t'es aussi le président de Paris Fermier. Eh oui. Alors explique-moi un petit peu ce que c'est Paris Fermier, et pourquoi ça vient d'où, ça existe depuis longtemps, je sais pas. Alors Paris Fermier, ça a 27 ans en fait. 27 ans. Voilà, c'est ça. Donc il y a 27 ans, ça a été mis en place par une petite dame qui faisait des brebis dans le sud de la France. Ouais. Et puis ils ont monté un groupe de producteurs qui venaient essentiellement de la Corrèze, de la Dordogne. Et puis ils se sont dit voilà, on va essayer de monter une association et puis d'aller vendre nos produits sur Paris. Moi je suis rentré 2 ans après. Et puis jusque là, voilà, je faisais partie de Paris Fermier en tant que vendeur en circuit court de mes produits. Et puis il y a 4 ans, on m'a demandé si je voulais pas me présenter pour être président de l'association. Donc voilà, aujourd'hui on est 170 adhérents
à Paris Fermier. Alors, Paris Fermier, c'est vraiment juste Paris et ses alentours? Alors c'est juste Paris et ses alentours pour le moment, mais on s'aperçoit que ça a un petit peu ses limites. Donc ce qu'on voudrait faire, c'est peut-être s'éloigner un petit peu de la région parisienne pour aller présenter des produits peut-être du côté de Clermont-Ferrand ou de la Bretagne, parce qu'il y a une réelle demande, et puis sur Paris c'est un petit peu saturé. Il y a un petit peu de tout et n'importe quoi, parce que nous en fait la spécificité de Paris Fermier, c'est qu'en fait il faut forcément être producteur, affilié à la MSA, pour pouvoir rentrer dans ce groupe d'associations. Et donc du coup, non, on n'a que des producteurs. Il n'y a pas de revendeurs, on est tous agriculteurs. Et en plus, il faut absolument que ce soit l'agriculteur qui soit derrière son banc stand, ouais. Pour présenter ses produits, pour pouvoir expliquer comment on les fabrique et d'où ils viennent. Parce que tes producteurs, ils sont pas que d'Île-de-France pour le coup. Là, j'en ai vu, il y en a un peu partout là. Hein. Ah mais il n'y en a quasiment pas d'Île-de-France. La majeure partie viennent d'un peu partout en France. On a les producteurs de vin qui viennent du sud de la France, on a des Bordelais, on a des Alsaciens, on a des Ch'tis. Et ça, c'est dans toutes les catégories de produits, puisque je pense qu'on doit représenter à peu près tout ce qui se consomme en produits fermiers. Alors moi, Bruno, ce que j'aime bien dans le concept, c'est de se trouver autour de Paris. Parce qu'en fait, nous, tu vois, en tant qu'agri-youtubeurs, on communique, entre autres, envers les collègues, parce qu'il y a différentes agricultures en France, c'est même incroyable ce qu'on peut avoir. Mais l'intérêt aussi, c'est que les gens comprennent ce que c'est que le monde agricole. C'est ça. Alors nous, on essaie de faire nos vidéos pour expliquer ce qu'on fait dans les champs, pourquoi on traite, pourquoi on laboure pas, pourquoi on fait du bio. Mais même si parfois je vais dans d'autres exploitations pour essayer de faire découvrir l'élevage, entre autres, j'ai même été chez un ami ostréiculteur, l'agriculture de la mer. L'intérêt, c'est de montrer aux urbains, en fait, aux gens qui ne connaissent pas, le monde agricole jusqu'à la transfo. C'est ça. C'est-à-dire que les gens, ils vont vraiment voir que ce que l'on produit en France, parce que la France, c'est quand même un des pays les plus vertueux, qualitatifs, en termes de production agricole, même en termes d'environnement, en fait. Bien sûr. Malgré que certains opposants nous en mettent un peu dans le nez, on a quand même une agriculture extraordinaire, et la transformation, comme vous le faites vous, je suis sûr que les gens, ils doivent redécouvrir des goûts qu'ils n'ont jamais connus sur certains fromages que tu peux avoir en supermarché. Ah, mais on est tout à fait d'accord. En fait, le but aussi de ces marchés qu'on fait, c'est de faire découvrir nos produits, mais nos régions. Et en fait, ce qu'on essaye aussi de faire, c'est de dire à la clientèle qui vient nous voir, bah, écoutez, venez nous voir, on est ouvert tous les jours sur les fermes, on peut vous accueillir quand vous voulez, venez voir comment on travaille, venez voir ce qu'on donne à manger à nos animaux, comment on cultive nos céréales. C'est faire découvrir aussi aux citadins le travail bien fait, en fait. Voilà, c'est ça. Et donc ça passionne, et en plus ça marche, puisque on retrouve, alors ils nous demandent si on a des gîtes, si on a des chambres d'hôtes, et ils passent une semaine dans notre région, et ils sont ravis parce que voilà, ils savent d'où vient le produit et comment on fait. Et ben en tout cas, merci à toi et tous tes collègues. Mais je t'en prie. C'est une com différente des autres, de la nôtre. C'est ça. Et c'est bien, ça permet d'avoir un travail en commun. Et puis continuer comme ça. Moi, j'aime bien faire le tour de tout ça parce que bon, je commence à prendre un peu là depuis ce matin. Mais c'est vraiment formidable. Je te remercie. Merci. À bientôt. À bientôt. Salut. Bon, je vous expliquais tout à l'heure qu'on irait voir le producteur de viande de bison parce que j'ai mangé un hamburger extraordinaire. Et donc je l'ai pris là. Ah, je crois que le patron est là. Bonjour Mathieu. Salut. Ça va bien? Ouais, impeccable. Bah, écoute, ton hamburger est extraordinaire. D'ailleurs, je crois qu'il n'en est pas resté beaucoup. Exactement, ouais. Victime de son succès. Explique-nous un petit peu, parce que du bison en France, on n'en voit pas des masses. Ouais, c'est ça. Tu es où? Explique-moi un petit peu. Bah écoute, en effet, il y a très peu de fous qui se lancent dans ce style de production très atypique en France. Donc on est une quinzaine en France à peu près à faire du bison. Et à répartir un peu dans toutes les zones d'élevage en France, donc beaucoup de l'est de la France, d'accord. Un en Normandie, un peu en Creuse. Toi t'es en Auvergne. Moi je suis en Auvergne, donc 1 heure au nord Clermont-Ferrand. D'accord. Et on se retrouve à avoir voilà, on est sur un élevage de 230 hectares d'un seul tenant. Mais 230 hectares, t'as des céréales ou que des bisons ou c'est que de la prairie? Ouais, c'est que de la prairie, ouais. 230 hectares de... Alors t'as combien de bisons? Alors j'en ai 400. 400 bisons? 400 bisons, ouais. Alors Mathieu, explique-moi un petit peu comment on se lance dans l'élevage de bisons, parce que 400 bisons, Ouais. donc tu dois avoir des producteurs, j'imagine? Exactement.
C'est-à-dire que voilà, quand tu me demandes combien j'ai de bisons, je compte tout, parce que c'est vraiment un élevage qui est très atypique, qu'on ne connaît pas. Et si tu veux, on se retrouve dans un élevage où il n'y a pas de filière d'organisée, contrairement au bovin classique. Donc tu es obligé de tout maîtriser de H jusqu'à Z. Les reproducteurs, donc aujourd'hui on a une centaine de mères, 110 mères, avec 6 mâles reproducteurs. Et ensuite il y a toute la suite. Alors toute la suite, c'est des animaux qui sont très lents en termes d'élevage, c'est-à-dire qu'ils atteignent leur taille adulte à 8 ans. Alors on n'attend pas 8 ans pour les récolter, mais on les récolte à partir de 3 ans sur les mâles et 5 ans sur les femelles. Ce qui fait beaucoup d'animaux sur l'exploitation liés à cette problématique de pas de filière qui est existante. Donc personne ne va venir chercher à t'acheter tes broutards ou tes génisses. Tu élèves tout de A jusqu'à Z. Mais alors quand tu as commencé, t'avais rien, donc tu les as pris où ces bisons? Déjà l'idée était venue quand? C'est familial chez toi, non? Pas du tout, non. C'est vrai? C'est un changement de vie, installation hors cadre familial. Et ça c'est génial ça. C'est à l'aventure. Et comment tu faisais quoi avant? Ben, nous, tous les deux, avec ma femme, on est ingénieurs agri. Ah on d'accord. travaillait dans le milieu agricole. Tu étais quand même dans le milieu agricole. Voilà. Et moi, j'étais chargé de marché chez Massey Ferguson. Je m'occupais de la mise en place des... Ah bah je connais bien, je suis équipé de Massey. Donc voilà. Donc j'étais basé à Beauvais et je m'occupais de la mise en place des conditions commerciales dans les pays d'Europe du Nord. Et alors pourquoi tu t'es lancé? Tu t'es dit j'en ai marre, je me lance là-dedans. Mais dans le bison, t'as été aux États-Unis ou qu'est-ce qui s'est passé? Alors t'as le chapeau de cow-boy en tout cas. Ouais, c'est ça. La vie fait le moine, il paraît. Non mais en fait, voilà, quand tu as la chance, enfin t'as un chance, c'est une contrainte. Mais quand tu pars d'une feuille blanche, t'as pas de contrainte, t'as pas un cheptel à reprendre, t'as pas un historique derrière. Et il faut que tu te lances. Voilà, tu te dis. Quitte à se lancer, il faut que j'arrive à essayer de valoriser par moi-même ma production pour essayer de dégager une marge supplémentaire. Et quitte à se lancer dans une production, bah autant se lancer dans une production atypique pour éviter de concurrencer des gens qui existent déjà et qui font très bien leur boulot. Explique-moi Mathieu, pourquoi la viande de bison par rapport à la viande de bœuf, nutritivement parlant, il doit bien y avoir des choses qui changent de la viande de bœuf par exemple. Exactement. Alors notre problématique, nous, éleveurs de bison, c'est qu'on se retrouve à avoir une viande qui est peu connue en France. Donc il y a beaucoup d'a priori sur cette viande. Les gens, tu vois, quand ils voient l'animal, physiquement, bah, ils pensent que c'est comme du gibier, quoi, que c'est dur et que c'est fort. Alors que c'est tout l'inverse. Donc on se retrouve sur une viande très diététique. C'est pour ça qu'on a choisi le bison aussi. C'est une viande qui est reconnue au niveau, si tu veux, au niveau mondial. Donc pauvre en cholestérol, riche en fer, riche en protéines. Et dû à la nature de l'animal et à sa façon de fonctionner. Et donc voilà, donc il faut arriver à promouvoir cette viande et cette qualité-là. Et nous, on s'est lancé là-dedans en se disant, voilà, peut-être qu'à l'avenir, les gens vont manger moins de viande, mais peut-être de meilleure qualité. Et donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dans ce type de production. Explique-moi un peu la transformation, tu fais pas que des hamburgers de bison ou de l'émincé? Voilà. Je vois que tu as plein de choses devant là. Exactement, donc l'idée c'est de valoriser l'ensemble de l'animal parce que voilà, il y a des coûts assez importants liés aux clôtures qui sont spécifiques, parce que c'est des animaux sauvages, dangereux, donc il y a toute une réglementation autour. Donc gros système de contention, et donc l'idée c'est quand tu produis une viande comme ça, il faut arriver à tout valoriser. Tu valorises par de la viande fraîche, mais aussi par de la salaison, donc du saucisson, de la viande séchée, mais aussi des bocaux, alors des terrines, des plats cuisinés, pour être capable de valoriser tous les morceaux. Je vais rebondir sur ce que dit Mathieu, c'est vrai que quand j'ai mangé cet hamburger de bison qui était quand même très saignant, et moi j'adore, j'ai pas senti une viande forte. On parle même des fois du gibier, tout le gibier n'est pas fort, tout dépend aussi de sa préparation. Et pour le coup, c'est vrai que la viande de bison était vraiment, c'était très tendre, c'est fin, et j'ai adoré. D'ailleurs, explique-nous où est-ce qu'on peut trouver tous tes produits, Mathieu, là, parce que là, tu es sur Paris Fermier, mais... Exactement, on a la possibilité, en fait, on expédie partout en France en 24 heures chrono, donc on a une boutique en ligne, et nos clients peuvent voilà, nous commander des colis, donc ils font vraiment, voilà, il n'y a pas de colis d'imposé, c'est vraiment, les gens commandent ce qu'ils veulent. Et donc tout au long de l'année, on expédie de la viande partout en France. Bon écoute Mathieu, je vois que la plaque est encore chaude, alors je vais te laisser travailler. Merci beaucoup. Merci de nous avoir expliqué ce qu'était l'élevage de bison. Avec plaisir. Et écoute, c'est la dernière journée. À mon avis, à midi c'était tout le temps plein, donc... Exactement. Tu vois que la viande de bison ça plaît? Il n'y a plus qu'à faire, à transformer l'essai et essayer de tout vendre toute la banque. Voilà. Allez, à bientôt, ciao. Merci, salut. Donc voilà, c'est très très intéressant de voir qu'on a vraiment de l'élevage diversifié, c'est top. Voilà, avec les agri-youtubeurs, youtubeurs, pardon, n'importe quoi, je parle comme les vieux moi. Voilà. Alors, la maison Blanc.
en plein cœur des Yvelines. Vous êtes situé où? Alors moi je te le dirai pas parce que comme tu l'as dit, je suis agri-youtubeur dans la région centre à Châteauroux. Tu vois. Mais la patronne que tu vois là. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Appelez-moi Excellence, responsable. Non, moi c'est Olivier, et vous? Alors, Olivier, votre Excellence, bonjour. Moi c'est Pauline, de la Maison Blanche. Mes hommages, Pauline de la Maison Blanche. Parce que là tu nous parles, tu dis que tu vas interviewer tous ces agriculteurs, mais est-ce que tu as été interviewé des gens dans l'allée? Savoir ce qu'ils pensaient un peu de tout ça, alors quand même c'est ce que je important. fais tout le temps, c'est que dès que je vais à un stand, je demande aux gens ce qu'ils en pensent. Parce que forcément moi je suis l'animateur, donc on se dit bah, il va pas dire de mal. Et effectivement, c'est ce que je dis tout le temps. D'abord, j'ai pas de mal à dire, parce qu'il y a toujours quelque chose de bien chez quelqu'un, donc c'est à moi d'aller le découvrir. Le produit, il y a toujours quelque chose d'intéressant, parce qu'après ce qui compte, c'est pas que j'aime ou que j'aime pas, ça on s'en fout de mon goût. Ce qui est important, c'est comment on arrive à faire ce produit, comment ensuite on peut le transformer, comment on peut le valoriser à la maison, comment on peut le consommer, comment on peut le conserver aussi. Il y a plein de produits, moi je savais pas, ça peut se congeler par exemple, on ne sait pas forcément. Donc tout ça on l'apprend, et moi je préfère demander effectivement aux clients ce qu'ils en pensent, parce que parfois ils découvrent, parfois ils sont fidèles, et on fait vraiment un échange, parce que la maxime, être d'un commerce agréable, c'est comme ça que je l'interprète moi. J'ai envie de te poser une dernière question et de te mettre un peu dans l'embarras. T'as bien un producteur qui est sorti du lot là? Ah, j'ai le sang. Ouais. Oui, globalement, on est toujours dans un domaine de qualité qui va de plus en plus loin. Ça, franchement, on a des producteurs, tiens par exemple, un producteur de vin. Et en général, la tradition fait que sur les salons d'hiver, on fait des vins, comment dire, on fait des vins chauds. Voilà. Certains qui produisent des jus de fruits font des jus de fruits chauds, comme un vin chaud, pareil. Certains qui font de la bière font des bières chaudes. Sympa. Mais on n'avait jusque-là aucun produit particulier. Il y a un producteur de vin qui a eu l'idée de faire sa propre sangria, sa propre recette, en allant chercher les fruits des producteurs qui sont sur le salon. Et il est allé chercher ses fruits, et du coup il s'est dit je vais le faire avec du rosé, parce que j'ai un rosé un peu doux, et puis on va faire ça léger, parce que pour que ce soit quand même un apéro light. Donc il a fait sa recette de sangria. Voilà, ça c'est tout l'esprit de Paris Fermier, il est là. Mais au prochain Paris Fermier, tu sais ce qu'on fait Alex? On se tient au courant, et comme ça je te fais moi la visite directement avec YouTube, ça te va? Eh ben écoute, extraordinaire. Alors YouTube tout de suite non, mais avec ma caméra si tu veux, oui. Allez, ça roule. Merci à toi. Super de te connaître. Enchanté. Et bien voilà les amis, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, ça change un petit peu de l'ordinaire. L'intérêt c'est quand même de montrer ce que fait l'agriculture dans tous ces secteurs d'activité. Surtout en périurbain, c'est génial. Les gens se rendent compte un peu de la qualité des produits qu'on peut avoir en France. Alors, et ça c'est top parce qu'ils communiquent directement par le goût et par les odeurs, c'est extraordinaire. J'ai fait le tour de plein de choses, c'était vraiment fabuleux. Alors si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Abonnez-vous aussi, je vous le dis à chaque fois. La page Instagram d'Alexandre de Pro-Deal Center, ma page Facebook évidemment. Et moi je vous dis à très vite les amis, ciao à vous. La sélection des oies, c'est un truc de fou. Vous avez vu déjà le travail du chien? Et ensuite derrière on a pu voir les oies qui se séparaient entre les blanches et les grises. C'est énorme. Ça c'est du boulot aussi.